lorsque les femmes sont, par exemple, déterminées, elles veulent réussir, elles aiment argumenter, etc., on dit qu'elles sont sauvages, qu'elles sont acariables, ménopausées. Les femmes, faut qu'ils forcent plus pour le défoncer parce qu'il y en a un plafond. Les gars, ils en ont pas. Ils n'ont pas besoin de forcer autant que nous, malheureusement. Je crois qu'à notre âge, à l'école, c'est facile pour les filles de prendre une place prépondérante par rapport aux gars. Mais quand arrivent les choix de vie, de savoir est-ce qu'on va avoir des enfants ou des choses comme ça, l'impact n'est pas pareil. J'entends ma grand-mère me conter des histoires d'horreur, là, puis je me dis qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Je crois que vraiment, dans quelques années, on va pouvoir miser plus sur les compétences personnelles, puis que le statut homme-femme aura plus de différence. Le plafond de verre, c'est l'ensemble des obstacles invisibles qui empêchent les femmes d'occuper des fonctions supérieures dans les lieux de pouvoir de la société. Comment expliquer autrement que par ce fameux plafond le fait qu'il y ait un si faible pourcentage de femmes dans les postes de haut niveau? Pourtant, nous les femmes formons plus de 50% de la population. Nous sommes au moins, sinon plus nombreuses, à sortir diplômées des universités. J'ai décidé d'aller voir pourquoi c'était comme ça. J'ai essayé de comprendre la situation de l'intérieur. Pour ce faire, j'ai rencontré des femmes qui ont franchi le pas, qui ont dépassé le plafond de verre, pour ainsi dire. Je les ai choisies dans des milieux clés de la société, à savoir les finances, le droit et la médecine. On a insisté pour que je n'aille pas en droit, parce que c'était un monde d'hommes et je ne réussirais jamais. Moi, la discrimination, je ne connaissais pas ça. Je n'ai jamais connu ça dans ma famille. Nous étions 4 filles, pas de garçons, donc il n'y avait pas de compétition avec les hommes. Je n'ai jamais été élevée en compétition avec les hommes. En compétition avec moi-même, oui. Lorsque j'étais juge à la Cour supérieure, j'étais la première femme juge à Québec, dans le district de Québec. Il y avait peut-être une trentaine d'autres juges, c'était tous masculins. À la Cour d'appel, j'ai été la première au Québec, la deuxième au Canada, je pense, mais j'ai été longtemps la seule. Presque 6 ans, la seule au Canada de femmes à une Cour suprême. Ça fait 18 ans que je suis chirurgienne à l'Université de Montréal et ça ne fait que quelques années que je suis chef de service. À travers les années, ça a toujours été extrêmement difficile de percer. J'ai remarqué qu'il y avait des obstacles à accéder à des postes de situation d'autorité et même pour être chef de service, ça n'a pas été évident. Ici, je dirige une équipe, SNC-Lavalin-Capitale, qui structure des propositions de financement pour aider des clients de SNC-Lavalin à pouvoir finalement engager SNC pour réaliser des projets. Donc, on est des banquiers au sein d'une firme d'ingénierie. Moi, je viens d'une famille où, de mère en grand-mère. Ma grand-mère a eu 12 enfants, puis elle est veuve avec les 12 enfants, et ma mère était la dernière. Et ma mère, un petit peu pour d'autres raisons, là, était le chef de famille et est retournée sur le marché du travail, est retournée à l'école. Alors moi, je pense que j'ai grandi avec le fait qu'il n'y avait pas de distinction. Moi, ma mère travaillait, elle avait une voiture, elle était le chef de famille, c'est elle qui payait. Alors, je trouve que c'est un modèle, puis elle est arrivée à se dépasser de façon fabuleuse. Alors ça, je trouve que c'est un modèle inspirant. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de limite. Ça veut dire, quand on veut, on peut. On est dans le Boys Club par excellence, le club de golf privé. C'est là que se prennent les décisions. Sauf que cette fois, j'y suis en compagnie de femmes d'influence. Et pour ces femmes, souvent isolées au sommet, ce genre de rencontre est particulièrement importante. Selon vous, est-ce que le plafond de verre existe toujours? Moi, j'aurais dit que j'ai longtemps pensé qu'il n'existait pas. Hein? Je suis sortie de l'université, on était 50-50 en administration. Je me disais, toutes les portes sont ouvertes. Et finalement, quand je regarde dans l'industrie de la finance, ici au Québec, au Canada, bien, il doit exister parce que s'il y avait 50 de femmes, bien, il n'y a pas 50 de femmes dans les postes les plus seniors. Il y a des concentrations en ressources humaines, relations publiques, mais dans les postes qui sont souvent les plus payants. Hein?
En fait, il existe, si vous voulez, par les traditions, par la culture générale de la place des femmes dans la société, mais il existe aussi dans la tête des femmes, parce qu'évidemment, pour pouvoir passer à travers le plafond, il y en a quelques-unes qui ont réussi, probablement qui ont passé à côté, culturellement parlant, dans le milieu des affaires, en politique, et presque dans tous les milieux de pouvoir, incluant les syndicats, n'est-ce pas? Il arrive à un moment donné où les filles ne veulent pas faire le saut, ou on ne leur donne pas la chance de faire le saut. Le plafond de verre est là parce que, premièrement, il y a peu de candidates. Et celles qui sont là sont un peu anachroniques. On les voit moins, disons. Vous diriez que c'est dans un ratio de quoi? Moi, je dirais la haute direction. Comme à peu près entre 3 et 7 de femmes occupent la haute direction des postes. Dans le domaine de génie-construction, il n'y en a pas. Madame Corriveau. Des 500 plus grandes entreprises au Canada, seulement la moitié compte une femme sur 10 à un conseil d'administration. Alors, c'est dire qu'il y a très peu de femmes à la haute direction. Comment est-ce qu'on peut expliquer que 62 d'hommes cadres au Canada se disent que ça n'existe pas, le plafond de verre? Pour eux, ça n'existe pas. Non, mais on l'appellerait le plafond de fer s'il n'était pas transparent, n'est-ce pas? Alors, comme il est transparent, je pense que les hommes ne l'ont pas vu. Moi, c'est là que j'ai vu que... J'ai essayé d'expliquer pourquoi on avait appelé ça un plafond de verre. J'ai dit, ça doit être parce que les gars sont en haut et ne s'aperçoivent pas que ça arrête là. J'ai pas trouvé d'autre explication. C'est bon. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est parce qu'ils ont beaucoup à perdre de voir des femmes arriver? Est-ce qu'eux considèrent ça? C'est pas la vérité, on le sait. Les femmes sont la moitié de la population, doivent apporter quelque chose. C'est certain. C'est le rat race. Hein? Moi, je me souviens une fois en tout cas au début dans cette entreprise-là, ça allait pas très bien. Et j'avais dit à mon père, qui était vice-président d'une grosse compagnie à l'époque, j'ai dit, écoute, c'est dur, Puis il m'a dit, écoute, ma fille, il dit, c'est le rat race, il faut que tu comprennes ça. Si t'es pas capable de jouer la game, fais d'autres choses. Plus on est dans la pyramide, moins il y a de monde, puis plus il y a de compétition, c'est là qu'on commence à le voir. Puis là, tu dis, c'est quoi tes outils pour aller à l'étape suivante? C'est que nous, on a toujours mis le facteur excellence comme étant un facteur prédominant. Mais je regrette, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est qui tu connais d'abord, en premier lieu, en deuxième lieu, puis probablement en cinquième lieu, ce que tu sais, puis comment tu es bon. Oui. Mais la maladie des femmes, c'est pas ça, la performance, la compétence. Non, la perfection. La perfection. C'est le plus gros défaut des filles. C'est leur plus grand ennemi. Parce que s'ils avaient compris que la perfection, pendant que tu fais pas de réseautage, là, bien, tous les gars qui font du réseautage, là, qui sont pas parfaits, ils ont les jobs, puis toi, t'es la perfection qui travaille pour ces gars-là. Le verre est pas mal opaque. Hein? Je constate, en tant que professionnel qui pratique, qui suis dans un milieu universitaire, que l'accès à des positions de direction est impossible encore pour les femmes. Donc, le plafond de verre est impossible. Que je constate personnellement. Les positions féminines au niveau des dirigeantes, au niveau des positions dirigeantes, sont absentes. Il y a donc là un phénomène qui n'a pas vraiment encore émergé dans notre milieu de chirurgie universitaire. Docteur Roux, à quoi vous allez me répondre bien franchement, là? Oui. La résistance des hommes, à quoi ils résistent les hommes dans le système? Au début, ils résistaient parce qu'ils se disaient que ce n'est pas la place des femmes. Mais là, je vous parle des années 50. Et rappelez-vous que, tout simplement, en 1957, quand j'ai gradué, il y avait 13 femmes pour 433 étudiants dans la faculté. Quelle année, ça? Moi, j'ai gradué en 58. Et dans ma classe, il y avait 2 femmes. Alors, c'est sûr que ces 2 femmes ne sont pas venues en chirurgie. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, je pense que les premières femmes qui ont été intéressées, c'est quand on a eu les programmes universitaires, là, quand on a changé en 1976, qu'on a eu les programmes intégrés, et on a commencé à avoir des femmes qui sont venues en chirurgie. Et la chirurgie générale, c'était pas une spécialité qui était choisie par les femmes. Ce que vous avez vu dans vos dernières années de pratique, c'était quoi? Où se situait la résistance? Mais justement, c'est la question de nombre. Prenez simplement en chirurgie générale, actuellement, il y a à peu près dans toute la province 13 des femmes
en chirurgie générale pour 87% des hommes. Oui. Donc, c'est encore normal que ce soit un domaine d'hommes et qu'il y ait quand même une réticence. Comment ça se fait qu'à admission égale, ou même je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont admises, comment ça se fait que les femmes n'arrivent pas plus haut et plus loin? Bonne question. Alors, voici, moi, je suis allée voir dans Internet, c'est fantastique. Alors, en 1996, il y a eu une étude canadienne dans le Canadian Medical Association, qui est un de nos journaux, et ils ont fait une étude de Vancouver, Toronto, Ottawa, puis ils ont interrogé à savoir qui voulait aller en chirurgie, qui désirait avoir leur premier choix en chirurgie. Or, ceux qui faisaient une demande en chirurgie, c'est ceux qui avaient aimé leur stage. Et il y avait 2 fois plus de femmes pour lesquelles leur premier choix de résidence était la chirurgie que les hommes. Mon Dieu. Or, on accepte 2 fois plus d'hommes en chirurgie que des femmes. Qui les accepte, ces hommes-là? Les universités, après les entrevues. Alors encore, statistiquement parlant, c'est pas logique. Si vous avez 2 fois plus d'un groupe qui demande d'accéder à un nombre de postes, logiquement, vous devriez avoir 2 fois plus de postes. Donc, la résistance, vous dites qu'elle est principalement dans les préjugés? Au départ, si vous dites, elle va travailler moins, l'avez-vous vérifié? L'avez-vous engagé? Le savez-vous? Y en a-tu d'autres avant? Alors, si on a 8 hommes qui travaillent de la même façon, ils veulent pas d'une personne différente, qui va travailler autrement ou qui va travailler moins. Alors, combien de fois on se fait dire qu'on travaille moins? Moi, mon mari n'est pas du tout d'accord que je travaille moins. Alors, il trouve que je travaille trop, puis Dr. Roux voit l'évolution. C'est des perceptions, hein? Oui, c'est des perceptions. Vous parlez de perception, c'est-à-dire qu'au plan juste de discrimination. D'autres exemples. C'est pas méchamment que je le dis, mais ça illustre un petit peu ce que l'on ne ferait pas, à mon point de vue, à un homme dans la même situation. Je suis, jusqu'à maintenant, où je l'ai été, chef de service de soins intensifs chirurgicaux. Bien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le lendemain de ma nomination, je reçois un téléphone pour me dire, savez-vous, on aimerait ça que vous ne le soyez plus. Le lendemain, ça se peut que vous ne le soyez pas. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un aurait fait ça à un chef de service masculin? Mais on se permet des choses avec des femmes que jamais on ne se permettrait avec des hommes. Pourquoi?